Mais moi, je t'entends bien. Toi? Oui, je t'entends bien, merci. Ok, merci. Nous sommes déjà en train de faire la filmation de cette petite entretien. Je vous remercie à toi pour faire bon, cette petite entretien. On va parler de l'alimentation durable et je vais vous faire la présentation de ton CV. Nous sommes très très heureux pour cette émission-là de l'Institut pour la génération, pour l'harmonie et la régénération de l'être. Et nous sommes ici très heureux pour la maître Marcela Dalva. Elle est titulaire d'une maîtrise en innovation et politique en alimentation durable de l'Université supérieure d'agronomie de Montpellier, France. Elle a été boursière de la chaire de l'UNESCO sur les aliments du monde. Elle est diplômée de l'École nationale d'anthropologie et d'histoire, spécialité en linguistique appliquée par la UNAM et la psychologue par la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Son projet de recherche de maîtresse consistait en analyser de la gouvernance et de la construction de la stratégie dans la politique agricole et l'alimentaire de Valence, en Espagne. Elle a été bénévole à la Sommet international du Pacte pour la politique alimentaire urbaine de Milan à Montpellier, France. Elle a travaillé dans différents domaines de l'enseignement au niveau universitaire national et international, notamment à l'École normale de La Rochelle en France, l'Alliance française de Puebla ou la BW Group Academy. Elle a également occupé des fonctions publiques en tant que directrice adjointe des ressources humaines à la marée des Campeche au sud du Mexique ou formateur de fonctionnaires à l'administration publique. Elle est la fondatrice de la Casa de l'alimentation sostenible au Mexique. Son projet de recherche est un diagnostic de la durabilité de l'environnement et des habitudes alimentaires dans un établissement d'enseignement supérieur de Puebla. Nous sommes très heureux d'être avec toi, Marcela. Bienvenue. Merci Sam pour cette présentation. On va commencer pour faire un petit peu des questions pour toi. Nous sommes en train de faire des questions, en train de faire des questionnaires pour notre personne qui sont comme invités. On va parler de l'évolution de l'être humain pour l'Institut pour l'harmonie et la génération des êtres. Et la première question, c'est pour l'Amérique latine et Hispano-Amérique, qu'est-ce que c'est l'alimentation durable? Oui, et tu m'as fait un peu réfléchir par rapport à des raisons profondes, des questions que tu me poses. Donc, ta première question de qu'est-ce que c'est l'alimentation durable pour l'Amérique latine, pour l'Hispano-Amérique, en fait, ça m'a fait vraiment réfléchir et me rappeler que l'alimentation durable, c'est un concept qui bien sûr lie l'alimentation, mais des points de vue plutôt de la planète que des régions. Quand on veut aller au restaurant et on mange un plat avec des saumons, ce saumon n'est pas pêché au Mexique. Au Mexique, on a les charales et d'autres espèces de poissons plus locales. Donc maintenant, parler d'alimentation, c'est vraiment parler de la planète et de considérer que tous les choix qu'on fait dans notre plat ont un impact
et à niveau local, régional, mais de toute le planète bleue, si on peut le dire comme ça. Et c'est par rapport à ces données, se rendre compte de ces impacts et à différentes échelles qui est important de participer d'une certaine façon dans un projet d'alimentation durable. Mais bien sûr que si on parle de l'Amérique latine ou de la population hispano-américaine, et il y a des différentes problématiques et qui sont un peu pas égales à problématiques d'autres coins du monde. Et je vais te donner pour cela deux, trois exemples. Si en Amérique latine, maintenant, on a un foisonnement de différents intérêts et différents freins pour participer d'une alimentation durable. Par exemple, bien sûr que tu as entendu parler des Via Campesina, ces mouvements politiques et qui est issu en Amérique latine, en Colombie, Oui, et oui. qui fait des revendications, bien sûr, politiques et qui essaye de protéger les semences natives et qui sont d'ailleurs originaires de la Colombie et de l'Amérique latine. Et ça, c'est une façon de contribuer à la lutte, si tu veux, de l'alimentation durable. Autre exemple qui heureusement s'est passé ou se passe plutôt et en Amérique latine, c'est au pays de Brésil avec le chercheur Carlos Monteiro, qui maintenant il occupe une importance globale très très remarquable parce que il a inventé une nouvelle façon de comprendre l'alimentation d'un point de vue nutritionnel. Il est un épidémiologue qui travaille dans des équipes multidisciplinaires et dont sa recherche est tellement importante qu'il y a la FAO qui a repris les plus importants de sa recherche qui concerne une nouvelle façon de comprendre les aliments qu'on mange. De quelle façon? Et avant, quand on disait qu'on a des 5 catégories alimentaires, par exemple les légumineux, les fruits et les poissons, la viande, mais ces 5 catégories alimentaires restent maintenant insuffisantes parce que le patron alimentaire a tellement changé que maintenant on mange des produits alimentaires, entre guillemets alimentaires, qui sont issus de l'industrie. Et quand des produits ou des aliments viennent de l'industrie, on se questionne s'ils sont vraiment des aliments. Et lui, il a osé questionner un peu les produits qu'il appelle des polluants. Et la nouvelle catégorisation qu'il fait, il les appelle des ultra-processés. Ça veut dire que les aliments issus de l'industrie, et ils sont pleins d'additifs et des substances de laboratoire et additionnées qui fait qu'ils ont une relation très directe avec des problèmes de santé graves, des problèmes de santé publique tels que l'obésité, comme on le vit maintenant au Mexique. Et autre exemple, en parlant toujours un peu des ultra-processés ou des différentes façons de comprendre l'alimentation durable, maintenant, c'est un sujet très, très frais, si on peut dire, au Mexique, comme la politique de l'étiquetage. Et dans Chili, elle est les pionnières en Amérique latine et qui nous apporte beaucoup d'expérience pour pouvoir être sûr que si on étiquette, si on met un étiquetage préventif, informatif sur les aliments qui ne sont pas sains pour la consommation, donc qui impliquent des problèmes de santé, et cet étiquetage a des bons résultats et des changements de comportement chez les consommateurs. Donc ça, c'est le Chili, un autre exemple.
Et finalement, un dernier exemple que je veux te donner, c'est pas exactement en Amérique latine, mais avec la population hispano-américaine. Ça se passe aux États-Unis. C'est un mouvement qui commence à prendre de largeur, de pouvoir, qui s'appelle Decolonize Your Diet. Ça veut dire qu'il y a des générations de deuxième ou troisième génération de latinos dont maintenant ils sont américains, mais ses aïeux, sa grand-mère, sa grand-père sont mexicains, colombiens ou n'importe quelle nationalité de l'Amérique latine. Et ils revendiquent qu'ils ont colonisé par la bouche, par les aliments, si tu veux, et que la première façon de sortir de cette colonisation tellement interne et puissante est questionner la façon dont les systèmes alimentaires américains le nourrissent, notamment avec les produits justement ultra transformés. Donc, il commence à faire aussi une revendication politique de revenir à les recettes de ses grandes-mères pour commencer à récupérer aussi une mémoire historique dont ils ont été dépourvus dans les mouvements d'immigration aux États-Unis. Oui, ça c'est les exemples que je pourrais te partager de ce qui se passe, à mon avis, de très intéressant en Amérique latine. Wow, c'est incroyable. Tout, bon, si je comprends bien, et tout est lié. Ce Bien que sûr, tu nous as donné, tout est connecté. J'avais vu un exactement. documentaire à Netflix qui s'appelle Connexion. Et en parlant de l'alimentation de mer, de l'alimentation, comme tu as commencé de parler de pêche, tu as commencé de parler de l'océan. Et dans ce programme, il parlait aussi, il dit que la connexion, c'est global, comme tu dis. C'est pas, on peut dire maintenant que nous sommes au Mexique, nous sommes à les vallées de Cholula, et nous sommes dehors les planètes. C'est qu'est-ce que tu as dit dans cet entretien, dans cette première question, c'est que tout est connecté. Et dans ce programme, a dit un exemple incroyable. Et je veux unir cet exemple que tu nous as donné de la Colombie, de le Brésil, des personnes les États-Unis qu'elle a dit, par exemple, que les antidépressifs qu'elle, par exemple, que la population de l'Angleterre prend, ils vont directement affecter les aliments, les poissons dans les océans. C'est-à-dire qu'on peut faire dans l'alimentation durable, on peut dire que même des petites choses que nous faisons dans les jours au jour, ils sont effets des affections dans l'alimentation durable, dans l'alimentation de toutes les planètes. C'est incroyable. Oui, Et exactement. Exactement, ça c'est l'idée qu'on partage toutes les mêmes, la même grande maison que c'est la planète, sauf que les systèmes alimentaires maintenant qui ne va exactement vers une direction de la durabilité nous fait oublier qui a travaillé le champ pour que tu puisses manger un tomate, quels sont le produit qu'on a mis dans la tomate pour que les petits vers, les petits bestioles puissent sortir, laisser le fruit pour la consommation humaine. Après, il y a une paire de familles aussi qui a pris le camion pour transporter ces tomates à la centrale d'Abastos. Après, il y a des personnes qui se lèvent tôt pour pouvoir et offrir dans ces locaux les produits qu'on consomme. Et toutes ces personnes sont payées et très souvent mal payées pour les produits qu'ils nous offrent. On est bien habitué au Mexique et à la marchandise, tu vois,
demander un meilleur prix à chaque fois pour les artisans, pour les gens qui font des produits que l'on consomme. Mais à chaque fois que tu fais réduire un prix, c'est comme si on promouvait un peu l'esclavage. On est bien d'accord que les gens gagnent un peu moins d'argent pour son travail et on oublie que, et comme tu l'as bien dit, on est tous liés dans la chaîne des productions, consommation alimentaire. Ah oui, et si nous sommes, comment dire, si nous prise de la conscience de ça, comment est-ce que l'alimentation durable contribuait-elle à l'évolution de l'être humain? Si on savait déjà par cet entretien, pour cet programme d'une grosse chaîne, comment est-ce qu'on peut contribuer-t-elle à l'évolution de l'être humain? Tu nous as donné déjà un exemple, mais au jour le jour, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, je pense que tu as un peu aussi apporté une piste. Et effectivement, on est tous liés. Mais cette connexion profonde, on l'oublie. On l'oublie à chaque fois que tu fais un choix d'acheter, par exemple, au supermarché et non au marché directement au producteur. Tu fais un choix qui a des conséquences. Donc, pour penser à l'évolution de l'être humain, c'est une reconnexion, bien sûr, avec les autres êtres humains comme je te disais, font partie de la chaîne, mais pas seulement avec les êtres humains, parce qu'il y a d'autres êtres non humains, notamment les animaux, qui souffrent beaucoup des pratiques alimentaires des humains. Donc, il y a par exemple le prix Nobel de chimie, Paul Crutzen, qui a appelé comme Anthropocène cette époque-là où on habite maintenant et c'est l'humain qui prend toute l'importance de la planète et de l'évolution et qui se prend comme les centres de l'évolution de la planète et qui ne prend pas en considération la vie la vie des animaux, mais aussi la vie des sols, si tu veux, la vie de la terre. Et c'est pour ça que je pense que c'est une reconnexion, une prise de conscience parce que la non-conscience de ce qu'on mange aussi nous amène à des problèmes comme l'obésité. On mange facilement devant la télé ou devant une série et on oublie la quantité qu'on mange et la qualité de ce qu'on mange. On mange sans attention, on achète parfois sans attention, en faisant appel à les très puissants marketing de produits sans être suffisamment informé pour prendre des décisions qui soient bénéfiques pour ta santé à niveau individuel, mais aussi, bien sûr, qui soient bénéfiques au niveau de l'économie d'autres personnes qui produisent les aliments, mais aussi, pourquoi pas, de cette idée des connexions et respect des autres êtres, bien sûr, des revendications un peu plus radicales, si tu veux, comme le véganisme, par exemple. Wow, tu nous as donné beaucoup de points et beaucoup d'idées pour être bien avec nous, notre philosophie, notre libération, je peux dire, la libération de la souffrance. Mais on peut dire aussi que ça dépend de l'école, ça dépend de la philosophie. Et cette souffrance nous ouvre les yeux pour voir qu'on doit reconnecter, qu'on doit voir, comme tu dis, pour des animaux, pour des plantes, pour l'environnement que nous sommes déjà installés dans les moments présents. Et c'est pour ça qu'on on pris des consciences
avec cette troisième question que je veux te donner. À ton point de vue, comment pourrions-nous passer à un autre état d'esprit? Dans la praxis, tu nous as donné déjà beaucoup de points, non? Euh, Acheter avec des producteurs, pris de conscience quand tu fais chaque élection. On peut dire que nous sommes en train de faire des méditations à chaque moment. Quand on dit euh, Eckhart Tolle, on doit être dans les moments présents en constante méditation. Et il y a des autres praxis, il y a des autres choses qu'on peut faire à travers l'alimentation durable, ce mouvement que tu nous as donné dans cette émission. Oui, On peut dire que plus profonde. plus profonde. Et Bon, c'est-à-dire qu'ils sont profondes. oui, C'est-à-dire qu'on peut faire, oui, oui, oui. Et chaque point que tu nous as donné, là, ils sont d'une profondité vraiment assez difficile parce que, et assez facile et assez difficile. On dit que dans le taoïsme, il y a les deux connotations. bien sûr, Mais oui, bon, oui, oui. dans Oui, cette question, oui, oui, dites-moi. non, continue. Bon, tu es en train de faire une idée. Oui, et les plus, voyons un exemple d'une praxis que je considère très profonde, très à niveau individuel, à niveau familial, au niveau société, et qui fait vraiment la révolution. Il y a dans les chemins de connaître des gens, il y a des gens en France que j'ai croisés pendant le master, ou des gens en Amérique latine, notamment des chercheurs de l'Uruguay, qui vraiment revendiquent comme acte politique très révolutionnaire cuisiner. Parce que on a maintenant la possibilité de prendre ton téléphone, de faire un, deux, trois clics et d'avoir un plat préparé et dans les portes de ta maison de chez toi. Et ça, c'est des patrons alimentaires auxquels maintenant on est très habitué, mais sans vouloir se prendre tous comme des chefs ou de vouloir être les professionnels d'une profession à part entière, bien sûr. Je revendique beaucoup le fait de cuisiner à la maison. Et Oui, 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 c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est très révolutionnaire. C'est très simple, mais très révolutionnaire. C'est-à-dire au jour, faire la cuisine et faire des chefs et faire des choses pour toi-même, c'est un acte très révolutionnaire et est aussi de cultiver ton propre aliment. Hein. Si tu peux, peut-être des tomates, peut-être des petites choses. oui, bien sûr, cuisiner de cette façon implique que tu es sûr et certain de la procédure de la transformation dans la maison pour tes aliments. C'est un moment aussi de faire participer les familles, comme c'est bien connu au Mexique maintenant qu'on est à Puebla, maintenant qu'on est encore dans la saison de chiles en nogada, que c'est un plat tellement, qui prend tellement de temps à préparer que et peut-être tu l'as aussi expérimenté chez toi avec ta grand-mère ou tes tantes, qu'elle sollicite, elle convoque la famille pour aider à la préparation. Bien sûr, il y a le grand dimanche où tout le monde va manger los chiles en nogada, mais il y a aussi les moments de la préparation où tu vois la table avec la famille réunie pour la préparation. Et ça, c'est un moment aussi pour donner l'importance, si tu veux, un peu
retrouver les côtés sacrés de l'aliment qui se consume en saison, qui se consume en famille et que maintenant, avec la pression et les rythmes de vie qu'on a, c'est vraiment un espace qu'on ouvre devant tout notre agenda si chargé comme l'est maintenant. Donc, oui, cuisiner, et comme tu le dis, si on a la possibilité aussi de faire un petit jardin et dans nos toits, dans notre couloir, c'est aussi et connaître les cycles pour avoir l'occasion de connaître les temps qui prennent et qu'une coriandre pousse et et aussi prendre soin de son développement, c'est quelque chose que c'est vraiment admirable et que je pense qu'il faut aussi sensibiliser les enfants à cette éducation et à ce cycle de vie normale que la Terre nous montre. En parlant de la gourmandise, j'ai donné, qu'est-ce que tu as dit de chiles en nogada? J'ai partagé un petit de photos un chili que notre tante nous a donné. Et on avait partagé ce moment, c'est grand plaisir qu'on dit maintenant, les grandes sources que nous pouvons savoir, c'est les temps. Et les temps avec de ceux qu'on aimait plus, c'est très important dans dans cette époque-là. Je pense que, qu'est-ce que tu as dit? C'est très, très important des prises en conscience parce que au jour le jour, cette époque-là, dans cette époque-là, c'est plus difficile de le faire. Et dans quelle mesure est-il important de développer une philosophie significative dans ce mouvement? C'est-à-dire, comment, Marcella, est-ce que tu as rendu compte de l'alimentation durable? C'est très important que tu as donné les plus, les moments plus importants, tu as donné ta vie pour ça, je peux dire. Tu as donné ta vie pour l'alimentation durable. C'est quoi la philosophie significative que c'est dans cette philosophie, ce mouvement? Hum, Comment est-ce qu'a je... commencé? Oui, pardon. Oui, oui, c'est quoi la philosophie? Comment a commencé? Comment l'alimentation durable a commencé? Je pense que beaucoup de gens qui revendiquent l'alimentation durable le considèrent plus qu'une philosophie, plutôt une posture politique. Parce que, bien sûr, ça comprend des décisions individuelles, mais il y a aussi un côté dans une échelle et des gouvernements, bien sûr, dont on s'intéresse à que les gouvernements, que c'est un acteur aussi de l'alimentation, bien sûr, et qu'il, par exemple, qu'il doit limiter le pouvoir, les grands pouvoirs de certains acteurs, notamment l'industrie alimentaire, et que chacun joue un rôle. Et donc, dans ces jeux d'acteurs, les poids sont différents et et je considère que chacun doit prendre sa place et nous, on peut être tout simplement des consommateurs qui font sa part, qui font des choix et responsables, qui prennent en considération qu'il faut et laisser une bonne planète pour les générations suivantes. Mais si on va d'un côté un peu plus philosophie, mais je te dis ça parce que j'avais croisé pas mal de gens en France
qui vraiment qui était végan, par exemple, et que la revendication de véganisme, c'était vraiment une posture politique dont il s'est fait attaquer parfois par des gens, critiqués un peu férocement ou violemment. Et je pense que plutôt que trouver un front politique pour s'opposer aux autres points de vue, moi, par exemple, je ne suis pas végane, cependant, je comprends et je m'adhère au principe de respect des animaux chez les véganes. Mais si on trouvait une philosophie, c'est-à-dire un cœur des principes communs pour tous les gens qui revendiquent l'alimentation durable, vraiment tout le monde s'intéresse au bien-être de la planète, au respect des autres, n'est pas contaminé ou pollué un peu irresponsablement et prend en considération qu'on n'est pas les seuls dans ces enjeux de l'alimentation. Et aussi, j'ai trouvé dans la philosophie bouddhiste beaucoup de lumière, beaucoup le dernier livre sur le bouddhisme que j'ai lu. Et franchement, le moine, le moine qui l'écrivait, prenait une position politique directe de promouvoir pas le véganisme, mais le végétarianisme. Et sur les principes de limiter au maximum la souffrance des autres êtres et limiter la souffrance des autres personnes, soit l'esclavage dans le travail, et soit les antibiotiques ou les conditions dans les fermes pour les animaux, l'élevage des animaux. Moi, je me adhérerais très, très, très profondément à cette philosophie de limiter au maximum l'exploitation de n'importe quel être d'un nécessaire élection alimentaire. Wow, très, très intéressant que tu nous as donné des philosophies significatives et qu'on peut se transformer dans l'intérieur. C'est le bouddhisme, le véganisme, le végétarianisme et aussi, je peux dire, je peux ajouter, l'hygiénisme, l'hygiénisme, c'est-à-dire l'anthropologie. Ils sont des philosophies qui participent dans les mouvements de l'alimentation, de la nutrition durable, pour la santé et aussi pour éviter les souffrances, bien sûr, éviter les souffrances de tous les êtres qui sont dans une connexion, comme tu dis, reconnexion avec notre être humain. Et aussi, on peut dire, le taoïsme, c'est autre philosophie qui parlait aussi de la connexion, de faire un mouvement qui doit retrouver la nature. Et avec cette très intéressante philosophie significative, je voudrais faire la cinquième question. Quel a été ou quel est le moment les plus importants et les plus décisifs que vous allez à la traverser les mouvements de l'alimentation durable? C'est le moment, on peut dire que c'est le moment où toi, tu avais compris que ta vie ne sera plus jamais la même. C'est peut-être quand tu étais petite, peut-être quand tu es dans les bacs, peut-être quand tu es dans l'universitaire. C'est quel moment, si est-ce qu'il y a? Oui, je considère que dans les choix que nous faisons et dans les décisions dont nous devons prendre, il y a tous les moindres gestes comptent.
Et il y a des petits rencontres qu'on considère dues à l'hasard, mais il y a toutes les conditions qui se réunissent pour que les choses se passent comme se passent. Pour moi, sont vraiment innombrables et on ne peut pas, même pas les imaginer. Mais bien sûr qu'il y a des moments ou des conditions importantes pour moi pour que je m'intéresse au sujet de l'alimentation. Si, bien sûr qu'il y a un moment comme, par exemple, j'ai décidé de prendre des retraites spirituelles. Et dans ces retraites, par exemple, j'ai connu la faim. Et on devait passer beaucoup des heures sans manger. La dernière prise d'aliments qu'on faisait, c'était à 13 heures pour prendre le petit déjeuner à 6 heures du matin. Donc forcément, tu te confrontes avec l'expérience de la faim dont je l'avais pas eu avant, disons, une faim continuée qui commence à te perturber et que tu sens un petit souffrance physique. Et après, pour recevoir le petit déjeuner, tu dois faire la queue, en toute humilité. Tu dois faire la queue pour recevoir un petit bol de thé chaud et une banane. Et là, tu peux expérimenter le suprême plaisir de manger et de ce qui signifie vraiment le mot manger. Et des suprêmes plaisirs de la simplicité et de la possibilité de se nourrir avec le minimum. Et une banane, c'est vraiment pour toi, dans ces conditions, un miracle de la nature. Donc ça, c'est les retraits spirituels a été pour moi vraiment une expérience dont j'ai me nourri constamment et que je veux répéter au moins une fois par an. Mais bien sûr que le fait d'avoir vécu en France à deux reprises m'a beaucoup appris. Et tu as l'occasion de, quand tu vis dans un autre pays, bien sûr, de contraster avec tout ce que tu considères et ce qui est normal chez toi. Et maintenant, les choses ne se passent pas si normal que ça. Donc, pouvoir aussi valoriser la nourriture mexicaine qui me manquait et surtout la relation familiale et qu'on vit différent dans un pays latino que dans un pays européen. Et ça m'a fait aussi valoriser. Et si tu veux un petit moment spécifique, ça serait sans doute la première fois quand j'étais petite que je me rappelle qu'en aidant ma grand-mère à faire la cuisine, j'ai senti l'odeur de ses mains et j'ai senti comme ses mains sentaient l'ail, sentaient les oignons, sentaient la tomate. Et j'ai trouvé la sauce qu'elle nous préparait dans ses mains. Et pour moi, c'était une révélation de à quoi ma grand-mère dédiait ses matins à nous faire la cuisine, à nous alimenter et toute cette activité importante et se trouvait dans ses mains, dans l'odeur de ses mains. Wow. Marcella, tu nous as donné des moments qui sont pour éveiller la conscience, c'est-à-dire être dans un autre état d'esprit et on va dire qu'ils sont des exemples qu'on peut continuer à faire. Les juniors, c'est très important pour l'hygiénisme, pour l'anthropologie.
c'est pour éveiller la conscience, pour être dans le moment présent et pour, comme tu dis, être bien avec nous et avec la simplicité de la vie. Et c'est pour ça qu'avec la question numéro 6, je veux te donner cette question qu'on dit comment, il y a des personnes qui nous sont en train d'écouter, comment pouvons-nous aider au service de l'Amérique latine et de l'Hispano-Amérique à ce projet, à l'alimentation durable. Il y a un des projets que tu es maintenant dans ton recherche, ton master, ton website, je ne sais pas. Il y a quelques mouvements que, que tu fais. Il y a un mouvement il y a une recherche. C'est comment on pouvait aider à ce projet de l'alimentation durable, à ton projet. Oui, mon projet, c'est la fondation de la Maison de l'alimentation durable au Mexique. Je me suis un peu, c'est pour ça que je suis allée en France pour me former et faire une formation très solide à ses propres et, et pour pouvoir m'inspirer des différents projets que là-bas sont en train de faire, mais aussi il y a d'autres projets que je connais en Amérique latine. Donc, pour moi, la Casa de l'Alimentation Sostenible Mexico est un lieu de rencontre. Bien sûr, on a une vocation d'éducation, mais pas seulement pour les enfants, mais bien sûr que pour les enfants aussi. Et c'est un lieu de rencontre où on peut avoir accès à des producteurs qui font des efforts pour produire nos aliments de manière plus durable, écologique, qui adhère un peu à l'agroécologie. Mais c'est aussi un lieu où l'on peut échanger des connaissances et dans un niveau académique, mais aussi pour la divulgation. Et on veut aussi participer avec d'autres projets de la société civile qui s'organisent dans des fronts, soit politiques, mais soit aussi comme consommateurs. Par exemple, on organise aussi des sociétés d'achat, c'est-à-dire coopératives de consommation, c'est-à-dire on se met et on commande différents consommateurs qui voulons consommer autrement pour aller chercher les producteurs pour les soutenir. On est capable à ce stade-là de commander une récolte, c'est-à-dire, par exemple, en novembre, aura une récolte de frijoles, je ne sais pas, et à l'avance, on peut payer le producteur en prenant les risques avec lui pour pouvoir soutenir sa production, son travail, et aussi nous engager, nous, pour aussi lier et fermer un peu la distance, l'écart qu'il y a entre consommateurs de la ville et producteurs de champs. Donc, c'est tout ces vocations qui nous ayons dans la Casa de l'Alimentation Sostenible en Mexico. Mais bien sûr que aussi on a une ligne d'action et de sensibilisation dans les écoles, mais aussi on a un projet de social, si tu veux, de être en mesure de pouvoir cuisiner pour des gens qui sont dans la rue. J'habite en centre-ville et je suis très sensible aux gens sans abri, sans domicile fixe qui, qui se baladent dans la rue sans avoir une maison ou un plat à manger et leur faire à cuisiner et leur apporter un plat des nourritures, pour moi, c'est une action qui a beaucoup d'essence et que je veux que ça puisse élargir parce que maintenant,
ben, ces gens-là, malheureusement, ils sont de plus nombreux et ben, parfois on manque des moyens pour pouvoir donner à manger à tous ces pauvres gens-là. Waouh, waouh, et c'est incroyable cette topic, c'est passionnante. Et c'est qu'est-ce que tu as dit, prends les risques avec les producteurs. Incroyable. Payer et t'engager avec les producteurs, avec les agriculteurs. C'est super, c'est sublime, c'est une chose que tu peux faire dans la praxis. Et il y a des personnes qui ils sont bien sûr dans cette banlieue, dans cette city, dans cette ces petites ciudades. J'ai oublié la parole en français. Oui, Mais le centre-ville, oui. les centres-villes, oui, c'est incroyable de prendre les risques. C'est faire des reconnexions avec les agriculteurs. C'est-à-dire, je suis comme toi. Je suis dans les mêmes bâtons que toi. Et c'est montre la sensibilité qu'on doit reprise avec notre même personnalité, notre même... c'est-à-dire, c'est une chose que tu fais à l'autre, mais tu te le fais à toi. Oui. Et, et c'est incroyable. On peut dire que cette émission, c'était en richesse et il y a beaucoup de points que tu nous as donnés qu'on peut faire au jour le jour et faire dans la praxis. Même aussi, on fait déjà dans la théorie et avant ça, on donnait des points pour faire la philosophie si vous étiez intéressé pour chercher plus des informations de ça. Et est-ce que pensez-toi, Marcela, que Mexique, que Puebla est déjà dans l'alimentation durable? Dans quel point est Puebla, Mexique, Amérique latine, Hispano-Amérique, le monde entier? Dans quel point tu crois que nous sommes déjà entre les 0 et les 10? On peut dire nous sommes dans les... Sam, tu m'as fait une question très, très difficile parce que je dois tout le temps confronter et d'un côté la réalité externe qui est très puissante et parfois malheureuse, mais d'autre côté, je suis une optimiste. Je suis une optimiste convaincue. Je crois aux petits gestes, aux petits changements. Et au lieu de, de me anéantir mes forces avec la souffrance qu'on peut constater tout le temps, je prends la motivation de faire ta part pour faire le changement. Bien sûr, dans les secteurs de l'alimentation, disons que les plus puissants sont énormément puissants, même plus que le petit gouvernement de certains pays. Mais aussi, j'ai confiance qu'il y a une conscience qui s'éveille et qu'on est de plus nombreux les gens qui veulent changer les choses d'un point de vue individuel mais collectif aussi. Donc, on a une responsabilité de soutenir ou les bonnes initiatives et pour aller dans la bonne direction d'après moi. Et je suis très contente et très fière qu'en Amérique latine, on est éveillé. Ici, à Puebla, par exemple, tu me demandes à Puebla, on a la possibilité d'acheter dans une tianguis alternativo. On a un mouvement aussi de revendication pour l'agriculture de las chinampas dans la ville de Mexico. Et on a un campus à la UNAM qui qui vient d'ouvrir un département qui va se charger
des questions de l'alimentation durable au campus. Et je pense qu'on est dans cette direction de partager la sémence et de faire, de convoquer les gens, de faire découvrir cette besoin urgent de se plonger dans la durabilité et de questionner nos pratiques qui parfois ou très fréquemment ne sont pas durables. Donc, un chiffre, je me sentirais pas en mesure de te donner un numéro, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on est dans le chemin. Et ben, j'espère que dans le bon chemin. Je suis sûr que nous sommes dans les bons chemins et euh, je me réveillé quand tu as dit nous sommes dans les petites actions qui est ce qui nous fait la différence. Et je me souviens de Pierre Rabhi. Pierre Rabhi et avec les projets Les Colibris. Et il y a toujours, j'espère que si vous pouvez les voir dans les YouTube, je sais que tu les connais, Marcella, Oui, mais les personnes que nous sommes en train d'écouter, ils peuvent voir dans les YouTube les histoires des les petits colibris qu'il dit avec, on va dire que vous pouvez les chercher pour que je faire je fais pas un spoiler. Mais on va dire avec ça, je suis très heureux que nous sommes dans les chemins, les Chinampas, la NAM. Nous sommes, on espère qu'à bientôt dans les écoles. Bon, on espère, on doit, c'est, bien sûr, on doit mettre dans la matière pour faire ça. Peut-être dans une révolution, dans la Constitution, pour faire dans les petites écoles, qu'elles peuvent faire choses comme ça dans les espaces qu'elle fait, on peut dire, bon, on peut dire une idée, en lieu de poser d'espace pour euh, comment ça se dire, les autos, on peut avoir un espace pour cultiver, pour poser des semences, pour que les petits ils s'engagent avec la terre, pour qu'ils sont avec la terre. On peut dire que pose des aliments frais, organiques dans les écoles. Bon, on peut voir, on va voir si si on peut s'engager, on peut faire petite révolution, petite goutte, comme on t'a dit, et comme je me souviens de l'histoire des les petites colibris. Et dans la dernière question, c'est une recommandation cinématographique liée à ce sujet pour des autres personnes, pour des personnes qui sont en train d'écouter, pour quel pouvoir, dans ton point de vue, dans dans la fantasy, dans les deux dimensions, si elle commence dans l'inconscient pour petit à petit se former un chemin à la conscience. C'est quoi ton recommandation cinématographique? et, écoute, je veux te faire des recommandations, mais surprenamment, ça va pas être des recommandations cinématographiques. La première recommandation que je veux te faire, c'est le livre que je lis actuellement. C'est une écrivaine, une auteure argentine. Le livre s'appelle Mala leche, ¿Por qué la comida ultraprocesada nos enferma desde chicos? Je te le lis en espagnol parce que bien sûr, elle est argentine, elle a écrit en espagnol. Et ça, c'est vraiment un livre que je suis en train de adorer. Et aussi, je veux te recommander un projet français que j'admire beaucoup, qui s'appelle Projet Imagine et il s'agit de trouver des héros et le faire sortir de l'anonymat. C'est-à-dire dans cette idée où tout le monde peut apporter depuis là où il est situé, tu peux apporter quelque chose. Et il faut pas que tu aies plein d'argent, il faut pas que tu aies 2, 3 doctorats. N'importe quel point, dans quel point tu es, tu peux apporter, inspirer d'autres personnes et faire les choses autrement. Et dans ces projets Imagine,
elle est commandée par Frédéric Bedos, que c'est une Française que j'admire beaucoup, qui a une biographie extraordinaire. Elle a aussi un livre de sa biographie qui s'appelle La petite fille de la balançoire. Et elle a une biographie incroyable. Je te donne seulement un point de sa biographie. Elle a été adoptée et ses parents ont adopté plus de 10 enfants de différents coins du monde et souvent étaient des enfants avec des handicaps importants. Ah, wow, oui, 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 je les Oui, connais. Elle avait donné un TED Talk, non? Incroyable. oui, 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 tout à fait. Oui, Oh, oui. bon, c'est super, Marcella. Nous sommes en train de presque fermer cette émission. Des questions, des commentaires. S'il y a des personnes qui sont en train de chercher un spécialiste, un maître comme toi pour donner des conférences, donner des points de vue, donner des conseils, donner qu'est-ce qu'on peut faire dans notre environnement, dans notre espace, dans notre vie, il peut te faire, comment on peut te contacter? Mais si tu veux, oui, ben, en Facebook, la page Casa de la Alimentación Sostenible en México. Sinon, mon numéro de téléphone, c'est les 22 23. Attends, les numéros en français, comme tu jures, 22 23. Attends, je veux te le dire en espagnol, on est d'accord? 22 23 48 98 10. Et sinon, mon email, marcelita de alba @gmail.com. Merci beaucoup, Marcella. Ça a été un programme incroyable. Et comme Merci. toujours, on se rappelle, on peut dire on peut finir avec une phrase de Rémi, un, un poète soufi. Bon, votre tâche n'est pas de rechercher l'amour, mais simplement de rechercher et de trouver toutes les barrières en vous que vous savez construire contre lui. Merci, contre toi. Merci beaucoup, Marcella. Merci Sam, merci à toi. À bientôt et à toutes les personnes qui sont en train de nous écouter aujourd'hui. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Salut.